Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce samedi 10 décembre. Découvrons ensemble le sommaire de cette édition. Elles se sont tellement épanouies à Monaco sur le toit du musée océanographique que des tortues offertes par le président du Mali au prince Albert II ont eu une grande descendance. Pas moins de 49 juvéniles sont ainsi nés et ils s'apprêtent pour une partie à rejoindre le Sénégal. Nous vous raconterons cette belle histoire dans le journal. Les week-ends du mois de décembre s'apparentent à une véritable chasse aux cadeaux. Les plus nombreux au pied de la cheminée seront les jouets. Nous vous dévoilerons les incontournables de ce Noël 2022. Une période des fêtes qui est souvent synonyme d'abus, difficile de résister à la tentation. Certains rectifieront le tir après, d'autres font la diète avant. Et parmi les formules plébiscitées actuellement, il y a le jeûne intermittent ou prolongé. Yvan Lemao nous en livrera les clés. Une année de basket, et quelle année pour Monaco qui fait une belle entrée en Euroleague et qui confirme depuis septembre en enchaînant les beaux et bons matchs en Euroleague mais aussi en championnat. Nous serons avec le journaliste de l'équipe Yann Onona, auteur du livre d'or du basket 2022. Et puis un opéra-concert événement, l'Acmé est actuellement joué à la Salle Garnier. Il n'avait plus été présenté à Monaco depuis 1986. Et pour débuter ce journal, un anniversaire, celui des 8 ans des enfants princiers. Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella l'ont fêté aujourd'hui pour partie au musée océanographique où ils ont assisté à l'épilogue d'une belle histoire, celle des tortues du Mali que le président de ce pays avait offert au prince Albert II lors de l'un de ses déplacements. Il s'agit de tortues sillonnées, une espèce en voie de disparition. Que va devenir leur descendance? La réponse dans ce reportage de Christina Tomel et Olivier Bonello. Il y a quelques années de cela, cette tortue sillonnée avait été confiée au prince souverain lors d'un de ses déplacements au Mali afin de les protéger dans le but de préserver cette espèce en voie de disparition. Dans les années qui ont suivi leur arrivée au musée océanographique, plusieurs pontes ont donné naissance à 49 juvéniles. L'Institut océanographique ne disposant pas de lieu de vie assez grand pour toutes les accueillir dans de bonnes conditions, il a alors été décidé, dans le cadre d'un projet de renforcement des populations, de transférer 46 de ces jeunes reptiles au Sénégal, dans le village des tortues de No-Fly, les 3 plus jeunes restant pour l'instant au musée océanographique. Initialement, on voulait les faire partir au Mali, puisqu'elles ont été offertes au prince par le président malien lors d'un voyage en 2011. Mais la situation politique au Mali ne nous permet pas de mener ce projet avec le Mali. Donc on a trouvé un autre partenaire au Sénégal et en fait c'est la zone naturelle d'habitat de ces tortues, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et la population de tortues sillonnées au Sénégal est vraiment menacée puisqu'il reste environ 150 individus sur la totalité du territoire, donc ça avait vraiment du sens de travailler avec des partenaires sénégalais, à la fois pour leur expérience et pour l'intérêt pour les populations sauvages. Après une première étape de conditionnement au musée océanographique, les 46 petites tortues ont été placées ce samedi dans 6 caisses en bois adaptées pour elles, avec des petites logettes individuelles. Et ce sont les enfants princiers qui ont eu l'honneur, le jour de leur anniversaire, de placer quelques-unes d'entre elles dans leur petit compartiment et de décorer leur caisse de transport grâce à l'aide de l'artiste monégasque Michel Aubéry. Demain, elles vont aller en camionnette à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et lundi, elles prendront l'avion donc entre Paris et Dakar. Mardi matin, elles partiront donc un petit peu au nord de Dakar, au village des Tortues. Et là, une opération de réintroduction douce va commencer, puisqu'elles seront d'abord dans un enclos en quarantaine pour vraiment les surveiller, vérifier qu'il n'y a pas de maladie, les réadapter aux conditions climatiques qui sont quand même pas tout à fait les mêmes entre Dakar et Monaco. Après leur réadaptation au Sénégal, les 46 petites tortues sillonnées seront placées dans un vaste enclos grillagé durant 1 an où elles seront suivies et observées. Et puis si tout se passe bien, elles retrouveront enfin la liberté en pleine nature et elles permettront ainsi de renforcer la population du sulcata au Sénégal.
Vous avez été nombreux aujourd'hui à vous lancer ou à poursuivre la grande chasse aux cadeaux de Noël. Il ne reste plus qu'une dizaine de jours avant le 25 décembre et pour vous aider et vous guider dans vos achats, nous allons vous faire découvrir les jouets incontournables de ce Noël 2022. C'est un reportage de Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet. L'Avatar il va bientôt sortir au cinéma. Le deuxième volet, je pense, le 16 décembre. Et bien voilà, on a des figurines. On a aussi en Lego Avatar qui marche très bien, et des petits personnages. Pas de grande surprise cette année, les tendances jouets de Noël restent dans la continuité de celles de l'an dernier. Alors quels seront les jouets inscrits sur la fameuse lettre du Père Noël? Pour les garçons, c'est Akedo, Bakugan. Voilà, et toujours, comment ça s'appelle, les toupies, Beyblade, c'est toujours... Les toupies, Beyblade, c'est des toupies. Voilà, vous avez une arène et vous jouez avec les toupies. Et Akedo, c'est des personnages qui se battent et ça rachète les garçons en particulier. Et les filles, c'est Rainbow. Rainbow, les LOL. Et là, il faut savoir que la semaine prochaine, on reçoit des nouveautés de 2023. Parce que Monaco, le magasin Jouet Club est petit, mais on reçoit les nouveautés avant tout le monde. Donc, les Pokémon, les cartes Pokémon. Pareil pour Pokémon, il y a un dessin animé. Et suivent, selon le dessin animé, là, il y a Toupie qui sort ou il y a les cartes Pokémon qui sortent. Donc, le jour où il s'arrête le dessin animé, ça s'arrêtera. Mais vu les chiffres que ça marche, je ne pense pas que ça va s'arrêter demain la veille. La conjoncture actuelle est moins favorable que les autres années. La situation mondiale est très compliquée au niveau du transit international. Les commandes passées peuvent être décalées. Certains fabricants doivent affronter des ralentissements. Une réalité dont personne ne peut nier les conséquences. Nos amis chinois qui sont encore malheureusement un peu au Covidé, il y a beaucoup de choses qui arrivent là-bas. Ce n'est pas les matières premières, c'est les transports. Conjoncture générale, la guerre, voilà, tout est compliqué. Ça a toujours été, mais ça aggrave avec la conjoncture actuelle. Barbie obtient toujours le titre de jouet le plus populaire depuis plus de 30 ans. Même si l'apparence de ce jouet a souvent été critiquée, la marque ne cesse de se renouveler. Nous évoquions les jouets de Noël, une autre idée de cadeau à mettre au pied du sapin, le livre d'or du basket 2022, publié par l'équipe et coécrit par Yann Casville et Yann Onona. Ce dernier est notre invité pour revenir sur une année qui a permis de confirmer qu'il fallait bien compter sur la Roca Team. Bonsoir Yann Onona. Bonsoir. Ce livre, c'est un coup de projecteur sur une année de basket que vous qualifieriez ou résumeriez comment? Dans cette année, il y a eu un Eurobasket, l'équipe de France qui est allée jusqu'en finale de l'Euro en Allemagne, un Euro qui était incroyable et fantastique. Donc j'ai eu la chance de suivre les Bleus pendant toute cette période. Et donc typiquement pour le livre que j'ai réalisé avec Yann Casville, qui est mon collègue rédacteur en chef de Basket Le Mag, on s'est appuyé sur des reportages, on s'est appuyé sur tout ce qu'on a pu voir et les interviews qu'on a faites de première main pour essayer de nourrir le livre de ces anecdotes vraiment vécues sur le moment avec les acteurs du terrain. Alors vous savez que nous, forcément, notre cœur est avec la Roca Team et vous avez un joli titre pour la partie consacrée à Monaco. Monaco aux portes de l'Olympe. Si vous deviez résumer l'année de la Roca Team, ce serait ce match explosif à Athènes, une défaite qui n'en avait pourtant pas que le goût amer puisque c'était une jolie performance d'aller jusque-là dès la première saison d'Euroleague. Oui, sincèrement, c'est ce match-là au Pirée, le match numéro 5 des quarts de finale de l'Euroleague, perdu par Monaco, mais vraiment dans les toutes dernières minutes, avec un envahissement de terrain. Enfin, il s'est passé, il y avait les fans de l'Olympiakos en fusion avec leur équipe parce qu'ils attendaient de retourner au Final Four depuis 5 ans. Enfin, il y avait une vraie culture là-bas. C'est l'un des plus grands matchs, moi, auxquels j'ai assisté personnellement en termes d'enjeu et puis en termes d'émotion et de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Il y avait un niveau de jeu, c'était extraordinaire. Donc oui, Monaco, tout était concentré dans ce match-là. C'est-à-dire, ils sont en train de construire quelque chose depuis quelques années, qui sont en Ligue sans réussir à gagner le titre de champion de France et quasiment en accédant au Final Four. Mais tout est résumé dans ce match-là, c'est-à-dire la construction, le potentiel et probablement le futur. Oui, et lors de ce match, effectivement, on a découvert un Kevin Durant, fan de la Roca Team. Alors, les yeux de tous ceux qui aiment le basket ont brillé en découvrant qu'il était avec Monaco. Hein. Kevin Durant est surtout un ami, un proche ami de Mike James, puisque Mike James, qui est déjà l'une des plus grandes superstars qu'on ait vu dans le championnat de France ces 20 dernières années, très clairement,
a joué à Brooklyn. Il a fait une pige à Brooklyn après être parti du CSKA Moscou dans des termes pas très très bons. Il s'était retrouvé au Brooklyn Nets et avait joué même les playoffs avec eux en tenant un rôle de meneur. Il a très bien joué, c'est-à-dire dans d'autres circonstances, il aurait peut-être pu décrocher un contrat là-bas. Vous le qualifiez d'ovni, hein. D'autres parlent aussi d'arme de destruction massive en parlant de lui. Oui, Mike James, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une personnalité clivante, puisque c'est un joueur d'exception au niveau individuel, c'est un soliste, il est capable de mettre des tirs dans toutes les positions, mais s'il fait la tête, il est capable aussi de disparaître, mais son talent est unique. Donc effectivement, quelqu'un, je pense, avait très bien résumé sa personnalité en disant quand on a Mike James dans son équipe, on a soit une arme de destruction massive, soit on est assis potentiellement sur une bombe nucléaire. Ce même Mike James qui dit de Sacha Obradović qu'il a sauvé la saison de la Roca Team, c'est aussi votre avis, hein? C'est le guérisseur pour vous, Sacha Obradović. Ça fait un an qu'il est revenu, hein, et on voit évidemment que les résultats ne se sont pas fait attendre. Il est retourné en finale instantanément. C'est surtout le visage de l'équipe qui a changé. Donc, ce que disait Mike James à ce sujet l'année dernière en interview pour l'équipe, c'était qu'effectivement, il avait redonné des rôles à chacun. Et je pense que Sacha Obradović est un très fort caractère. Donc, il y a effectivement menace en permanence d'explosion avec un fort caractère comme Mike James, mais il y a aussi cet instinct de champion et ces deux caractères forts qui parfois se reconnaissent, s'identifient l'un à l'autre et peuvent fusionner quand ils ont une mission commune. Et clairement, Obradović a réussi à faire accepter à Mike James des choses que d'autres coachs n'arrivent pas à lui faire accepter, comme finir des matchs d'Euroleague sur le banc, ce qui s'est passé ces dernières semaines, et sans que ça affecte l'équipe. L'équipe a gagné. Et hier, en tout cas jeudi à Madrid, c'est Mike James qui était sur le terrain et c'est lui qui a fait la différence en fin de match. Et puis il doit y avoir aussi beaucoup de respect de part et d'autre. Vous consacrez donc un chapitre à Mike James et puis il y a également au titre des portraits, l'un de vos focus est dédié à Elie Okobo qui a fini sa saison à Lasvel sur la première moitié de l'année et qui est depuis le début de cette saison et le mois de septembre l'une des recrues de poids de la Roca Team. Il a un parcours qui n'a pas été linéaire, mais il a éclaté cette année. Il a éclaté, il a éclaté surtout avec Lasvel. Quand il était à Pau au début, il était parti, hein, il faut se rappeler qu'il était parti de France avec un match à plus de 40 points et c'était en play-off. Et je ne sais pas si vous vous souvenez contre qui c'était. C'était contre Monaco. Oui. Il avait marqué plus de 40 points. Et donc, il était parti en NBA et revenu après quelques saisons, comme ça arrive à un certain nombre de joueurs français, imparfaites. Et il n'a pas eu trop sa chance, il n'a pas réussi à s'imposer. Et il a été relancé à Lasvel. Il a fini MVP de la finale de Betclic Elite, remporté par Lasvel. Il a mis un tir décisif. Et contre Monaco, décidément. Ça a attisé contre Monaco. Donc, ça a attisé les convoitises. Et je pense que Monaco en avait marre de se prendre des paniers d'Elie Okobo. Et donc, l'a fait venir dans ses rangs. Et ça permet, en fait, à la Roca Team d'aligner 3 arrières d'un niveau absolument exceptionnel. C'est probablement... En tout cas, c'est l'un des 2 ou 3 meilleurs trio d'arrière de toute l'Euroleague avec Mike James et avec Jordan Lloyd. Alors, c'est un livre bilan que vous publiez, mais il y a aussi des perspectives puisque vous prédisez donc pour cette saison de championnat, et on peut le dire aussi en Euroleague, une belle guerre des étoiles. C'est comme ça que vous qualifiez la rivalité entre Lasvel et Monaco. Bon, pour l'instant, les étoiles sont plutôt du côté de Monaco. Oui, alors évidemment, il faut une guerre des étoiles, oui, parce que ce sont les 2 locomotives du basket français. Pendant des années et des années, le basket français attendait d'avoir des clubs qui, dotés de moyens supérieurs, arriveraient à retenir les joueurs français de qualité, mais aussi à faire venir des stars. Entre le projet de Lasvel et celui de Monaco, le basket français a trouvé ces locomotives. Ensuite, cela ne promet rien. Enfin, c'est pas une garantie pour Monaco non plus, hein, puisque ça fait des années qu'ils ont des moyens importants et n'ont pas pour autant réussi à franchir, à briser le plafond de verre qui est dans la finale du championnat. Donc moi, je suis convaincu que l'Asvel déjà ne peut pas faire pire
que ce début de saison, ils vont forcément monter en régime et je suis sûr qu'on aura à nouveau une belle confrontation. Affaire à suivre. Merci Yann Onona. On a beaucoup parlé de Monaco, mais dans ce livre, il y a tout le parcours aussi des féminines, vous l'avez dit, de l'équipe de France, des Frenchies aussi engagées en NBA, beaucoup de choses. Merci en tout cas pour ce regard, votre regard dans le rétro de l'année 2022 de basket. Et je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce livre d'or du basket 2022 avec Yann Cazeville, publié par l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Les autres titres de l'actualité du jour avec le traditionnel bal de Noël dont la marraine n'est autre que la princesse Charlène. C'est dans une ambiance féerique que la soirée sur le thème Italie chic s'est déroulée vendredi soir à l'hôtel Hermitage. Les fonds récoltés lors de cet événement seront notamment reversés à la fondation Princesse Charlène. Une belle action, l'association monégasque SICAM a offert un chien guide d'aveugle à une jeune étudiante en communication souffrant de cécité. Chaque année, cette association fait don de chiens spécialement entraînés par la fondation Frédéric Gaillan et de matériel électronique. Les fêtes de Noël sont toujours propices aux beaux et gros repas où se succèdent de nombreux mais aussi délicieux que caloriques. Certains prendront de bonnes résolutions le 1er janvier. D'autres ont voulu prendre un peu d'avance pour limiter la casse, comme on dit familièrement. Et une méthode est actuellement très pratiquée. Il s'agit du jeûne intermittent ou du jeûne prolongé. Est-ce bon pour la santé? Comment l'aborder? Réponse avec un spécialiste en la matière, Yvan Lemao. Il est interviewé par Fabien Bonilla. Yvan Lemao, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que l'on appelle le jeûne prolongé? Le jeûne, c'est ce qui caractérise la vie de nombreux animaux d'abord, puisque j'ai commencé par cela. Vous avez de très nombreuses espèces animales qui, pour se reproduire, pour muer, pour migrer, entreprennent des jeûnes de très grande durée, puisque chez certaines espèces, il peut durer des mois. Alors évidemment, on s'intéresse aussi au jeûne chez l'homme. Des cliniques spécialisées sont notamment assez nombreuses en Allemagne pour évidemment un jeûne à visée thérapeutique. La première question qui me vient, c'est pourquoi? Quel est l'intérêt de pratiquer un jeûne? Il s'avère que l'organisme s'adapte mieux à une restriction alimentaire qu'à un excès de nourriture. Ça, on le sait. L'excès de nourriture qui caractérise notre société moderne, qui est associé à une réduction également de l'activité, se traduit par de nombreux désordres métaboliques. Et la restriction alimentaire, on s'y intéresse beaucoup parce qu'on s'est rendu compte, notamment chez les animaux, que ça augmente la longévité. Et qui et dans quelles circonstances, selon vous, doit-on jeûner? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Et comment doit-on le faire? Bon, d'abord, moi je ne suis pas médecin. J'ai abordé le jeûne en tant que scientifique. Le jeûne, à mon avis, doit être fait s'il est de longue durée sous contrôle médical. Alors quand on dit longue durée, ça peut être 4 jours, ça peut être certains individus n'ont aucun problème à jeûner 3 ou 4 semaines. Ça peut être dangereux de pratiquer ce jeûne? Beaucoup de gens ont peur du fait que, par exemple, la masse musculaire diminue, mais elle se reconstitue très vite après le jeûne. Il faut le faire combien de temps? Enfin, quand vous parlez de jeûne prolongé, c'est 3 jours, 1 semaine, 1 mois? Un jeûne prolongé, on va dire 8-10 jours. Ça a l'air très tendance, je me trompe? C'est très très tendance. Et il y a 2 types de jeûnes. Il y a ce jeûne dont je viens de parler qui dure une dizaine de jours et j'ai vu des gens jeûner beaucoup plus longtemps, 3 ou 4 semaines sans aucun problème. Il y a aussi très tendance un jeûne intermittent. Autour de moi, j'ai beaucoup de collègues, par exemple, qui vont ne pas s'alimenter pendant 16 heures sur 24 heures, qui en trouvent un bénéfice, qui se sentent très très bien avec un tel régime pendant une période déterminée. Et quelles sont les études, les preuves, entre guillemets, moi qui suis assez cartésien, pour nous dire que c'est utile? Il y a des études là-dessus? Oui, alors depuis peu, des études cliniques qui sont très intéressantes. Enfin, elles foisonnent actuellement, mais elles sont très récentes. Le cholestérol, les LDL, HDL, tout le monde connaît ces indicateurs du cholestérol. Il y a un effet bénéfique.
Également ceux qui ont des problèmes hépatiques, les marqueurs de la stéatose ont une évolution favorable. Donc vous voyez, dans de nombreux domaines cliniques, on voit une amélioration. Ça doit être extrêmement compliqué moralement. Vous avez des conseils pour tenir le coup? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à jeûner et que ce soit plus ou moins facile? Vous savez, on est curieux quand on est scientifique. J'ai voulu essayer moi-même. Et le 2 ou le 3e jour sont un peu difficiles, mais après, on va assister par exemple à la présentation de recettes culinaires sans aucun problème. Yvon Lemao, merci de nous avoir prodigué tous ces conseils. La page musicale de cette édition, l'Acmé, a été créée à Paris à l'Opéra Comique en 1883, avec un tel succès que cet opéra de Léo Delibes a été présenté plus de 1000 fois en un peu plus de 25 ans. À Monaco, la dernière représentation a été donnée en 1986 et l'Acmé est aujourd'hui de retour à la salle Garnier en version concert, avec dans le rôle titre Sabine Devielle. José Sacré a assisté à la première représentation. L'opéra L'Acmé de Léo Delibes, c'est d'abord bien sûr l'air spectaculaire des clochettes, mais pas seulement. Il y a effectivement l'heure des clochettes qui nécessite une voix particulière, d'une grande agilité, mais il y a tout le reste, il y a des duos d'amour qui sont à tomber, et la construction dramatique de l'œuvre est irrésistible. Il y a une espèce de crescendo jusqu'à la fin, jusqu'à cette espèce de huis clos entre les amoureux, où au moment où on attend finalement une grande explosion finale, ce huis clos qui est sidérant de force et de puissance. L'Acmé est donné en version concert à l'Auditorium Régnier 3 avec le chœur de l'opéra, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Laurent Campellone et une très brillante distribution autour de Sabine Devielle. Accompagner une soliste de ce niveau-là, c'est un enchantement parce que son chant est tellement élégant et tellement évident et tellement guidée par l'intention musicale. Elle n'est pas contrainte, en tout cas l'impression qu'on a quand on l'écoute, c'est qu'elle n'est pas contrainte par une technique. La technique est tellement maîtrisée qu'elle n'est qu'au service de la musique et du sentiment qu'elle exprime. La deuxième représentation de l'Acmé sera donnée ce dimanche 11 décembre à 15 h à la salle Garnier. Les enfants à l'honneur lors de la Kids Night organisée par l'association Les Enfants de Francky, une soirée qui a précédé le traditionnel Noël de l'association. C'est en fait une soirée de gala pour les enfants et leurs parents avec un spectacle à la Salle des Étoiles. Les fonds récoltés à cette occasion permettent de financer des projets soutenus par les Enfants de Francky. Un rendez-vous à noter dimanche 19 h avec demain un nouveau numéro de ce magazine de Yann-Anthony Noguès consacré à un Ironman, le chef du service gynécologie obstétrique au CHPG, Bruno Carbone. 3 Ironman à son actif. L'Ironman, c'est cette épreuve de triathlon légendaire et aux distances hors normes. La journée de samedi aura marqué une accalmie des conditions météo avec le soleil qui s'est même invité par moments. Mais est-ce que cela va durer dimanche, Vanessa Dessy ? Bonsoir à tous. Le soleil sera de retour même si quelques averses sont attendues. Les températures seront légèrement en baisse, elles iront de 6 à 11 degrés. Le soleil se lèvera à 7 h 51 et se couchera à 16 h 54 et nous fêterons les Martins. Et demain à 19 h, c'est Yann-Anthony Noguès que vous retrouverez. Le best-of de la semaine à 20 h. Nous nous quittons sur la série de photos de fin d'édition de Stéphane Dana avec les tortues maliennes qui s'apprêtent à quitter Monaco pour rejoindre le Sénégal. Très belle soirée à vous.